vous voici maintenant à la dernière vidéo de ce module 2 trading. Donc vous êtes à l'étape 8 pour prendre une décision. Dans cette vidéo, vous allez voir une liste de questions à vous poser avant de prendre chacune des opportunités. D'accord? Ça va vous permettre de noter une opportunité sur 10. Alors bien évidemment, à terme, vous n'allez pas avoir tout le temps à utiliser cette liste-là. C'est surtout au début, si vous êtes encore hésitant, si vous êtes encore débutant, eh bien vous pouvez vous baser sur cette liste-là pour noter une opportunité. Bien évidemment, avec l'expérience, après vous allez voir que vous n'allez même plus avoir besoin de cette liste-là. Donc voilà, vous allez avoir 10 étapes à vérifier avant d'ouvrir un trade, que ce soit en termes d'analyse ou en trading. À chacune de ces questions, il faut que de la manière la plus honnête possible, eh bien vous répondiez oui ou non à chacune des questions pour l'opportunité que vous allez donc trouver sur vos graphiques. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous avez analysé les différentes unités de temps pour pouvoir connaître les tendances de fond et court terme, donc de votre opportunité, la tendance de fond et la tendance court terme. Admettons que vous avez une opportunité à l'achat en unité de temps H1, est-ce que vous avez bien vérifié par exemple qu'en unité de temps H4, daily, vous êtes en tendance haussière, également que sur le H1, vous avez bien des sommets et des creux de plus en plus haut? Si oui, eh bien vous pouvez cocher oui, vous êtes dans le sens de la tendance. Sinon, eh bien vous cochez non. Deuxième question, est-ce que le trade est-il dans le sens de la tendance de fond? Donc au début, est-ce que vous avez bien vérifié la tendance et est-ce que le trade est dans le sens de la tendance de fond? Donc voilà, vous voyez, ça rejoint à peu près la question 1. C'est plutôt en fait, il faut le voir comme des questions mémotechniques plutôt que dès que vous avez une opportunité de vous précipiter et prendre l'opportunité, eh bien en lisant ces questions mémotechniques, ça vous permet de vous rappeler un petit peu chacun des critères du cours. Est-ce que vous êtes bien dans le sens de la tendance? Est-ce que vous avez bien pensé à regarder les unités de temps supérieur? Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle à proximité, etc., etc. Troisième question, avez-vous vérifié tous les critères de validation du pattern? Souvenez-vous, lorsque vous obtenez un pattern, par exemple un triangle rectangle haussier, donc qui casse par le haut sa résistance, est-ce que vous avez bien vérifié que vous avez au moins 2 points de contact sur la droite de support ou la droite de résistance, 3 points de contact sur la droite de tendance, qu'au total vous avez bien au moins 5 points de contact, que vous avez des volumes qui diminuent au fur et à mesure de la figure d'analyse technique, et est-ce que vous avez sur la bougie de franchissement de la résistance un pic de volume, etc., etc. Donc vérifiez bien tous les critères de validation. Si vous les avez tous vérifiés, qu'ils sont respectés, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non. Autre question, est-ce que vous observez ce signal sur plusieurs unités de temps? Si par exemple vous obtenez un signal H1, est-ce que vous obtenez aussi ce signal en unité de temps H4? Alors évidemment, vous n'allez pas avoir besoin de répondre à toutes ces questions par oui pour pouvoir prendre position. En fait, il va vous falloir répondre par oui sur au moins 7 de ces questions-là. D'accord? Donc vous voyez, ce n'est pas du 10 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Il y a certaines questions qui sont très restrictives. Comme celle-ci, observez-vous ce signal sur plusieurs UT? Vous pouvez très bien répondre non parce que vous pouvez très bien avoir une très bonne opportunité mais qui ne peut se passer que sur une seule unité de temps, par exemple le H1 et non pas le daily, non pas le H4. Voilà, si vous en avez une, c'est encore mieux, ça augmente la note de votre opportunité. Maintenant, si vous répondez non, ce n'est pas bien grave. Question suivante, est-ce que sur votre opportunité, vous observez bien une figure en chandelier japonais? D'accord, donc souvenez-vous les différentes figures en chandelier japonais, les avalantes, les figures en étoile, les figures en pin bar. Est-ce que lorsque vous obtenez votre signal, vous avez une figure en chandelier japonais? Si oui, eh bien vous mettez oui, ça va augmenter encore la note de votre opportunité. Sinon, eh bien vous mettez non et donc évidemment ça va diminuer la note de votre opportunité. Cette question est quand même une question importante à vous poser parce que vous aviez eu différentes notions dans ce cours-là et il faut maintenant, avant de prendre position et pour pouvoir ouvrir une position et bien la gérer, vous poser toutes ces questions, de tout imbriquer ensemble pour que votre opportunité soit la plus qualitative possible. Question suivante, est-ce qu'il y a une augmentation des volumes sur la bougie de signal? Souvenez-vous, les volumes indiquent une présence des acteurs de marché. S'il n'y a pas de volume, eh bien ça indique qu'il y a un désintérêt de la part des acteurs de marché. Par contre, si vous avez un pic de volume, eh bien c'est bon signe. Alors évidemment, ici, vous n'avez que certains critères. Il y a d'autres critères que évidemment je ne vous mets pas ici, mais que normalement vous avez déjà intégré. C'est-à-dire paramétrer votre graphique avec les bougies en chandelier japonais, mettre votre graphique en échelle logarithmique, bien utiliser les unités de temps H1, H4, D1, weekly également. Donc voilà, ça c'est des choses normalement que vous avez déjà mis en place. Également installer les BB logs, regarder la phase des BB logs, tracer les supports, les résistances, les droites de tendance. Ça normalement vous l'avez déjà fait, d'accord? Là on est dans le cas où vous avez une opportunité qui est en train de se présenter et vous avez des questions à vous poser avant d'entrer en position. Alors évidemment ces questions, voilà, vous ne les posez pas en 10 minutes, hein, c'est vraiment des questions en moins d'une minute, vous avez tout répondu. Le but ce n'est pas de faire une dissertation sur chaque opportunité, sinon vous allez rater le signal, bien évidemment.
Question suivante, est-ce que les bébés logs sont-elles en train de commencer à diverger? Je vous rappelle qu'on entre en position entre la phase 1 et la phase 2, lorsque les bébés logs sont à l'horizontale et qu'elles commencent tout juste à diverger. Voilà, est-ce que les bébés logs sont-elles en train de commencer à diverger? Si oui, eh bien c'est potentiellement une très bonne opportunité. Si les bébés logs sont déjà divergentes, eh bien ça va indiquer que vous avez déjà une forte volatilité, donc ce n'est potentiellement pas une très bonne opportunité. Question d'après, avez-vous vérifié la position des obstacles qui pourraient se faire retourner le prix? Rappelez-vous, avant de prendre position, vérifiez bien où se situent les moyennes mobiles 50 et 200, les supports et les résistances qui eux peuvent bloquer le prix. Avez-vous également correctement placé votre stop loss? Je vous rappelle que votre stop loss, vous le placez sur un niveau d'invalidation du prix et vous devez le placer de telle manière à avoir une taille de position suffisamment intéressante. Ça, c'est ce que vous allez voir dans le module 3, mais il ne faut pas que votre stop loss soit à 3 km. Sinon, vous allez évidemment gagner beaucoup trop peu par rapport à ce que vous risquez. Vérifiez également bien que vous aviez un ratio au moins égal à 1, un ratio risque-récompense au moins égal à 1. Et enfin, dernière question, avez-vous noté le niveau sur lequel vous passerez le trade à break-even, et si oui, est-il facilement atteignable? Et évidemment, si votre niveau de break-even se situe beaucoup trop loin ou qu'il y a beaucoup trop de résistance avant de l'atteindre, par exemple 2 moyennes mobiles, une droite de résistance, et bien dans ces cas-là, il sera difficile à atteindre et donc vous allez devoir répondre non à la question car l'opportunité sera moins intéressante. Alors il faut savoir que vous ne devez prendre que les trades que vous êtes capable de justifier de façon précise. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre trade, une fois que vous êtes entré en position, eh bien il faut que vous puissiez justifier vos trades. Si par exemple, une fois que vous avez ouvert votre position, vous vous rendez compte que oh, j'aurais pas dû prendre ce trade là parce que la moyenne mobile était trop proche, je n'aurais pas dû prendre ce trade là car le ratio n'était pas suffisamment intéressant, le ratio risque-récompense, ou je n'aurais pas dû prendre ce trade là parce que je ne suis pas dans le bon sens de la tendance, ou pour X ou Y raison, si vous n'arrivez pas à justifier correctement le fait que vous avez saisi cette opportunité, c'est que c'était une mauvaise opportunité. Donc gardez bien surtout, c'est peut-être ça la question la plus intéressante, la plus importante à garder en tête avant de prendre position, c'est est-ce que une fois que j'aurai pris position, je serai capable de justifier de façon extrêmement précise pourquoi j'ai pris telle opportunité ou pourquoi je ne l'ai pas prise. Et il faut évidemment prendre que les opportunités où vous n'aurez absolument aucun regret s'ils sont perdants. Ça arrive d'avoir des trades perdants, comme vous l'avez vu, il n'y a aucun trader qui a 100% de taux de réussite. Par contre, lorsque le trader professionnel obtient un trade perdant, eh bien pour lui c'est normal. Pourquoi? Parce que pour lui il a vérifié tous ses critères, il a respecté toutes les règles et parfois il y a certains paramètres qu'il ne peut pas maîtriser. Par exemple une news fondamentale qui tombe au moment où il a pris son opportunité. Par exemple un hack d'un exchange, si un exchange se fait hacker, c'est une mauvaise nouvelle. Et si vous veniez d'obtenir un trade à l'achat, eh bien ça va faire évidemment chuter le prix, ou autre news comme une régulation. Donc ça le trader ne peut pas le maîtriser. C'est pourquoi il n'a pas 100% de taux de réussite. Et bien justement, s'il a un trade perdant, ce n'est pas grave. Il sait que de toute façon, il a bien respecté sa méthodologie et c'est ça vraiment le plus important. Et donc, si vous avez pris un trade qu'il est perdant et que pour vous, vous n'avez absolument aucun regret, c'est que vous avez complètement respecté votre plan de trading. Alors, ce tableau va vous permettre de noter un trade sur 10. Seuls les trades qui vont avoir une note au moins égale à 7 sur 10 peuvent être pris. Encore une fois, si vous avez un trade à 7, 8, 9 sur 10, ça peut aussi être une bonne opportunité. Pas besoin d'avoir forcément 10 sur 10. Par exemple, pour la question observez-vous ce signal sur plusieurs unités, vous pouvez très bien répondre non parce que vous n'observez ce signal que sur une seule unité de temps. Votre opportunité aura donc une note de 9 sur 10, pourtant ça reste une très bonne opportunité. Pareil pour d'autres questions, par exemple, y a-t-il une augmentation des volumes sur la bougie de signal? Eh bien, parfois il n'y aura pas d'augmentation claire et nette des volumes. Alors, souvenez-vous, un pic de volume, c'est d'avoir au moins 1,5 fois la hauteur moyenne des volumes. Parfois, vous n'allez pas atteindre le 1,5 fois, mais juste légèrement au-dessus. Voilà, vous voyez, c'est un critère qui n'est pas 100% important. Par contre, il y a d'autres critères, évidemment, qui sont très importants. Comme par exemple, avez-vous correctement placé votre stop loss? Si vous répondez à ça, ça ne sert à rien de prendre l'opportunité. Il faut évidemment que vous placiez correctement votre stop loss. La réponse à cette question, vous devez systématiquement y répondre oui. Si une fois vous répondez non, en fait, c'est éliminatoire, d'accord? Donc voilà, ça, je pense que vous allez savoir quelles sont les questions éliminatoires ou pas. Donc voilà pour cette dernière vidéo de ce module. Donc je vous rappelle, vous prenez uniquement les trades qui ont au moins une note égale à 7 sur 10. C'est la dernière vidéo de ce module numéro 2. Maintenant, vous êtes un analyste pro, un trader pro et vous allez maintenant passer au module numéro 3, gestion du risque et du capital.
Pourquoi? Parce qu'évidemment, il faut savoir gérer votre risque parce que le risque est très important, savoir combien vous prenez par opportunité, combien de risques vous prenez par opportunité, mais également gérer votre capital parce que le capital, comme vous le savez, c'est un peu l'arme du trader à l'image du sniper. Si vous n'avez plus de capital, vous ne pouvez pas trader. Donc, il faut en prendre soin et c'est justement ce que vous allez découvrir au sein de ce module numéro 3. Je vous y retrouve donc une fois que vous serez prêt. Si au sein du module 2, vous avez encore des questions, je vous rappelle, il y a un espace commentaire sous chaque vidéo pour poser toutes vos questions. Nous sommes là pour y répondre. N'hésitez pas encore une fois à revoir ce module 2 pour être vraiment sûr de vous être imprégné de toute la méthodologie. Encore une fois, je vous le recommande, cette masterclass, elle est faite pour être regardée plusieurs fois parce que la première fois, vous allez avoir une vision globale. Puis après, la deuxième fois, vous allez rentrer dans les petits détails. Et la troisième fois, c'est là où vous allez mettre en application les différents critères. D'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps et à la regarder une deuxième fois, une troisième fois si nécessaire. Lorsque vous serez prêt, eh bien, on se retrouvera dans le module numéro 3.